te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom. Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Bienvenue dans ce podcast Maison Marron, c'est le deuxième épisode. Je vous invite à aller écouter le premier épisode. C'était un retour sur un voyage que j'ai effectué aux Antilles, en Guadeloupe, plus précisément aux marges des esclaves. Et donc là, pour ce deuxième épisode, on va rester un peu dans le même thème. Ce nouvel épisode découle d'une conversation que j'ai eue avec une personne de la communauté afro-caribéenne. Donc le sujet était autour de l'indépendance de la Caraïbe francophone. C'est parti en fait d'une réflexion. Les premiers habitants de nos îles sont les, entre guillemets, les blancs européens. Après, il s'est rectifié, il a dit non, ce sont, on va dire, les premiers, c'est les Amérindiens, Kalinago et les Arawak. Et après, c'est les Blancs européens. Et donc, pour lui, voilà, c'est eux les premiers habitants. Donc cette réflexion m'a un peu étonné, m'a interpellé. Donc ça m'a lancé sur le sujet. Donc, en gros, vu que c'est les premiers, donc ça légitime un peu leur position actuelle sur le territoire. De ce qu'il avançait, c'est ce que je comprenais. Et après, je lui ai expliqué que par rapport à cette théorie-là, il y avait beaucoup d'hypothèses et d'histoires autour de la découverte de l'Amérique par d'autres protagonistes que Christophe Colomb. Ce sont pas les premiers à avoir découvert l'Amérique. Il y a un film qui est sorti, je sais pas si ça a été interdit ou ils n'ont pas souhaité le diffuser en salle. Le film s'appelle African Glory, qui retrace l'histoire d'un empereur mandingue il y a 180 ans avant Christophe Colomb. Cet empereur a décidé de mener une excursion avec à peu près 2000 navires, si je ne me trompe pas, vers le Nouveau Monde. Pour eux, ce qui était le Nouveau Monde, en fait, ils ne sont jamais revenus. Cet explorateur, c'est le grand frère de Mansa Moussa, qui est l'homme africain le plus riche, qui avait une fortune inestimable. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus. Et en fait, c'est son frère, en fait. C'est son frère qui, quelques années auparavant, qui avait organisé ce voyage, en fait. C'était exactement au XIIIe siècle. 180 ans avant Christophe Colomb. Ce roi, en fait, c'est même un empereur, il s'appelait Aboubakari II. Il a traversé l'Atlantique avec une armada de 2000 navires. Mais il n'est jamais revenu. J'ai pas encore regardé le documentaire, mais cette histoire-là, je la connaissais déjà depuis quelques années. Une dizaine d'années, j'entends cette histoire-là, en fait. Et là, ils se sont rendus, je crois, au Mali et à travers plusieurs pays pour recueillir des informations. Parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont retrouvé des traces aux États-Unis, si je ne me trompe pas, à vérifier. C'est ce que j'avais vu. Ils avaient retrouvé des traces en fait, datant de bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc, ce qui remettra en cause pas mal de choses. Bien évidemment, quand on entend aujourd'hui des gens dire « Mais comment ça, un Africain aurait pu découvrir l'Amérique avant entre guillemets, les Blancs européens ?» En fait, c'est mis dans une position, c'est pas possible, entre guillemets, nous les Noirs, on n'est pas capable de faire ça. Dans son regard, dans son expression, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il était même étonné et tout. Quand j'ai un peu expliqué le récit de cet empereur et tout, les gens, limite, c'est comme si je passais pour un fou. Mais j'ai remarqué qu'en fait, ce comportement-là, tu le retrouves que dans la communauté franco-caribéenne. Cette position de non, le Noir ne peut pas être à l'initiative de grandes choses, en fait. Non, c'est pas possible, non. Les Caribéens anglophones, ou pour ceux que j'ai côtoyés, ils sont pas du tout dans cette position, au contraire. Ils sont justement fiers, ils sont même informés sur tous ces sujets-là. Eux, entre guillemets, les afro-descendants caribéens anglophones, ça fait bien longtemps qu'ils ont fait ce travail de recherche et qu'ils sont dans une autre démarche, dans une autre approche. Alors, je parle pour ce que je connais le plus, la Guadeloupe. Je sais qu'en Guadeloupe, voilà, cette question... ça fait des années que voilà, les gens sont à la recherche de leurs origines et revendiquent. En Martinique, voilà, je sais que c'est à peu près le même cas, mais bon, c'est un peu plus récent qu'en Guadeloupe. Parce que je vois, en fait, l'approche est différente. Là, ces dernières années, voilà, ça bouge un peu plus. Pardon. C'est en aucun cas une opposition entre les îles et tout. J'ai de la famille dans les deux. C'est mon ressenti. J'ai toujours plus senti le côté recherche de son passé, revendiqué, affirmé, plus du côté guadeloupéen. Martiniquais, c'est présent, mais beaucoup moins qu'en Guadeloupe, parce que voilà, il y a eu des très très grands hommes, surtout en Martinique, des François Fanon, Aimé Césaire, qui ont soulevé la question. Mais je veux dire qu'en fait, derrière, j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui ont suivi ce cheminement-là. Il n'y a que, j'ai l'impression, ces 10-15 dernières années, que voilà, on a l'impression que ça bouge un peu plus, notamment avec la vie chère, les gens s'organisent un peu plus,
revendique un peu plus. Et je vois qu'en fait, il y a des bonnes choses qui sont faites, surtout en Martinique. Comme je vois l'identité, en fait, on sent que, voilà, que c'est vraiment affirmé et ça fait plaisir. Mais malheureusement, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, je pense que ça doit être pareil en Guyane, et encore certaines personnes, et même un peu trop, qui ont ce stigmate de se mettre en position de se sous-estimer, en fait sous-estimer le peuple noir, même sous-estimer le peuple africain tout court, parce que tu vois le peuple africain du nord au sud à l'ouest, il est riche d'une grande histoire et beaucoup de choses qui ont été entreprises dans l'histoire du monde, mais qui ont été entre guillemets oubliées volontairement, effacées volontairement ou minimisées volontairement. Et donc pour revenir notamment à cette discussion que j'ai eue autour de cet explorateur, de cet empereur, quand tu parles du sujet de ce sujet des Afro-Caribéens francophones, des Afro-descendants, c'est remis en cause, c'est rejeté, comme si le cerveau ne peut pas acquiescer, voilà, accepter que ça aurait très bien pu être découvert l'Amérique. Voilà, nous faisons partie du continent, à la base du continent américain, on est l'archipel, la Caraïbe, mais voilà, on est rattaché au continent américain, donc géographiquement, en vrai, si l'empereur Mandingue est arrivé en Amérique, donc c'est bien lui le premier, à part les autochtones, c'est lui le premier à avoir foulé le sol américain, amérindien. Voilà. Donc ce ne sont pas les Européens qui ont découvert, comme ils le prétendent, l'Amérique et tout le reste en premier. Et même après, voilà, on peut dire, ouais, ils ont ramené les esclaves, donc eux, c'est les premiers qui sont arrivés, mais attends, il y avait des habitants sur l'île, hein. C'est eux les natifs, les autochtones. C'est eux qui devraient prétendre, voilà, être les premiers à revendiquer cette terre. Nous, on a été importés, on a créé notre culture, nos racines, notre langue. Voilà, on a un peuple créé, faut dire tel quel. Après, c'est une fierté, hein, c'est une fierté parce que pour arriver là où on est, les gens se sont battus pour se libérer. Mais après, je voudrais faire le parallèle avec la situation actuelle dans nos îles. Je me dis que, voilà, si on est toujours pas pour tout le monde, hein, pour une partie, dans une position de non, nous ne pouvons pas faire, on ne peut pas faire, c'est pas possible. La première chose que tu entends, par exemple, quand tu entends parler d'autonomie que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, ah, mais on va devenir comme Haïti. La première réponse qu'on te sort. Mais après, il y a des gens très intelligents qui amènent la question de l'autonomie ou de l'indépendance d'une manière, te disent qu'en gros, c'est un truc qui ne se fera pas en une année. Si ça devrait se faire. Eux, ils te disent que voilà, étape par étape, il faut travailler, il faut développer l'île. C'est des gens qui ont la tête sur les épaules, ils savent très bien que voilà, ça ne se fera pas en un claquement de doigts et je pense qu'il faudra 10, 15, 20, 30 ans. Tout de suite rejeter, non, c'est pas possible, on pourra pas, mettre dans une position entre guillemets, sans la France, en gros, il faut que la France nous tienne la main pour traverser la route, toute notre vie. Mais au bout d'un moment, ça y est, on est en droit de demander une émancipation. Et bien sûr, préparée, pas comme ça du jour au lendemain. Donc, et je me dis que ça revient en fait à la situation actuelle, c'est que les gens se plaignent à juste titre, hein, de la vie chère et tout ce qui peut être importé, voilà, c'est cher. Est-ce que pour un réel changement, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de vraiment créer une vraie cassure et de boycotter toutes ces enseignes qui font du profit depuis la fin de l'esclavage? En fait, ils se seront convertis dans d'autres secteurs, l'agroalimentaire, ils seront convertis dans tout ce qui était lucratif pour eux. Est-ce que il ne serait pas judicieux, en fait, aujourd'hui, de dire stop, c'est bon, ça y est, on ne consomme plus chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur une partie de la population, de dire voilà, j'accepte de ne plus faire mes cours à Carrefour, à Leader Price, parce que ça appartient au groupe Carrefour, si je ne me trompe pas, toutes les enseignes qui leur appartiennent, on ne consomme plus chez eux. On essaie de fonctionner en circuit court, faire travailler les agriculteurs locaux. J'ai vu qu'il y a des gens qui font, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises. J'ai même vu il me semble que c'est en Guadeloupe, des gens qui créent des pâtes avec les racines qu'on a sur le territoire. Donc il y a plein de choses à faire. Ne serait-ce que les jus, il y a plein de choses à faire. Mais en fait, si on leur donne pas, comme on dit, on leur donne pas de la force, ils ne pourront pas se développer. Bah, c'est pas possible. Déjà, il y a un problème déjà en termes de sanitaire, mais en plus vous mettez des prix faramineux. Donc au bout d'un moment, je pense que ça y est, il faut dire stop. On arrête le cirque, on ne consomme plus chez eux. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas volontaire de maintenir cette situation pour dégoûter les autochtones de l'île et de partir ailleurs
et que eux se créent un paradis sur Terre en venant s'installer, parce que là, beaucoup viennent s'installer, qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent se permettre d'acheter ces grandes marques dans ces grandes enseignes. Est-ce que c'est pas voulu tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un remplacement de la population, sachant que la population vieillit, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique? Il y a eu une étude qui disait que d'ici quelques années, le nombre d'actifs, ça va complètement chuter. Les jeunes qui font leurs études partent à l'étranger une fois les études terminées. Pour la plupart, ne reviennent pas en Guadeloupe et en Martinique. Après, certaines viennent s'installer, se font leur petit paradis, se mettent un petit peu en mode bunker, se font un peu des petits camps de colons, nouvelle génération sur nos îles. C'est de la place pour tout le monde, mais il ne faut pas se sentir supérieur au peuple résident déjà depuis longtemps sur l'île. Quand tu viens quelque part, si tu apprécies la coutume, l'héritage et tout, bah tu te mélanges à la population. C'est pas que tu t'isoles, tu te prends un bout de plage, tu te barricades, ça m'appartient, vous avez rien à faire là. Et en plus, quand tu vois des gens qui viennent aux abords de ton campement, de ton bunker, t'appelles les gendarmes, et en plus les gendarmes jouent le jeu, vous n'avez rien à faire. Non, au bout d'un moment, ça y est. Je pense qu'il faut arrêter. Combien de vidéos on voit sur les réseaux? Oui, des histoires de terrain, ceci, cela, des trucs. Ça en devient fatigant. Entre la vie chère, entre ceux qui viennent s'implanter et s'imposer de manière violente en s'accaparant les terres et tout, sans compter les problèmes après aussi de contamination des sols qui empêchent une culture assez saine dans certaines régions. Non, au bout d'un moment, ça y est, il faut prendre le sifflet, dire ouais, c'est la fin de la récréation, on pose tout sur table, on discute d'un plan d'autonomie à long terme vers une indépendance sur peut-être aller 20 à 30 ans, mais voilà, au bout d'un moment tu peux pas rester comme ça et après bon, certains se complaisent dans tout ça, pour eux non, il y a pas de problème, la vie est belle, ils sont bien payés, ils peuvent se permettre de faire leurs courses à Carrefour quasiment toutes les semaines, ils ont plein dans la voiture tout le temps, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est une minorité. La majorité des gens, comme on dit chez nous, voilà, ils essayent de se débrouiller pour pouvoir avoir une vie décente. Et voilà, je pense que au bout d'un moment, ça y est, il va falloir se poser des réelles questions et voir quels sont les vrais enjeux. Qu'est-ce que la France attend vraiment de ces territoires? Est-ce que c'est juste une manne financière pour maintenir son entre guillemets sa puissance, d'ailleurs sa puissance maritime, parce que grâce que ce soit la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes ces îles et j'en passe, grâce à ça la France est dans le top 3 des plus grandes puissances maritimes. Mais au bout d'un moment, si ça ne te sert qu'à ça et que tu ne développes pas tes îles, tu en fais des citoyens de seconde zone, bah ça sert à rien de les maintenir dans ta République. Donne-leur leur indépendance, leur autonomie. Parce que là, c'est une espèce d'asservissement. C'est voilà, on vous met là, on vous donne ci, ça, et voilà. Faut vous taire, déjà vous avez le soleil, voilà, estimez-vous heureux. Mais non, c'est pas comme ça. Et t'entends le discours des fois de certains, notre communauté, c'est limite, mais non, c'est eux qui ont fait tout ça pour nous et tout. Mais comment tu peux être dans cette position de victime comme ça? Au bout d'un moment, tu vis sur quelle planète, toi? Tu te rends pas compte des difficultés qu'il y a et tout depuis des années. Depuis des années, c'est un cirque pas possible. C'est un cirque pas possible. C'est pour ça que je pense que là, maintenant, après mon humble avis, après, faudrait voir dans les commentaires si certains sont d'accord avec moi. Et je sais très bien pertinemment que voilà, l'indépendance aujourd'hui, Guadeloupe, Martinique et tout le reste, pour ceux qui veulent l'indépendance, qui le souhaitent, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Ça se prépare. Il y a plein de choses à voir avant d'en arriver là. Ça, c'est clair. Mais je pense que déjà, le premier combat, c'est économiquement, qu'on rééquilibre la répartition là, des richesses là, sur la Guadeloupe et la Martinique. Là. On ne peut pas continuer comme ça. 1 ou 2%, je ne sais plus exactement le pourcentage, mais je crois que c'est ça, c'est 1 ou 2% qui détiennent plus de 80% de l'économie de l'île et qui font la pluie et le beau temps. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et qui se permettent de lancer des phrases méprisantes envers le peuple guadeloupéen, martiniquais et autres. Bah, c'est pas possible. Et tous les week-ends, les gens courent remplir leur caddie là-bas et après se plaignent. Mais non. Il faut qu'au bout d'un moment, soit qu'il y ait une réelle rupture ou trouver des accords, mais
ça va pas durer, parce qu'au bout d'un moment, je pense que l'explosion sera fatale. Ce sera fatal. Je vois actuellement en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a depuis le début du conflit, je crois qu'il y a une dizaine de morts du côté des Kanaks. Une dizaine, même plus d'une dizaine, hein, du côté des Kanaks. C'est pas normal. Ça va que animer une haine dans les deux camps. Parce que, voilà, c'est pas des choses souhaitables de voir tes proches partir alors qu'ils ont essayé de lutter pour leur cause et tout, dans une soi-disant république. Donc, après, c'est des choses qui, je pense, qui doivent être abordées de manière sérieuse et par des gens compétents. Il y a un gros travail à faire aussi de la part de certains afro-caribéens, francophones. Il y a un travail, je pense, psychologique aussi, un gros travail de rétablissement de la vraie histoire, du vrai héritage, de certaines valeurs et tout. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde ne combat pas dans le même sens. Après, il peut y avoir des avis divergents, c'est normal, on va dire, c'est une chose inscrite dans l'humanité, chacun ne peut pas avoir le même avis, il doit y avoir des avis divergents, mais il y a des choses, voilà, tu peux pas en tant que noir caribéen, afro-descendant, tu peux pas te mettre dans une position de total asservissement mental. Dès qu'on te ramène un truc provenant du continent africain, on te dit que voilà, ça a été fait par des Africains déterminés à une époque où l'Afrique était grande, t'es là, les yeux écarquillés, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, comment ça, des Noirs ont entrepris des choses. Ça donne du crédit au discours de Sarkozy, le discours qu'il avait prononcé au Sénégal, je crois que c'est à Dakar, ouais, l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais comment tu peux te permettre de dire ça ? Pour moi, certaines personnes de la communauté, leur attitude, c'est carrément cautionner ce genre de discours. Pour eux, ça y est, ce truc-là, ils l'ont assimilé, ils l'ont bu, ça y est, pour eux, il a raison. Mais non, au bout d'un moment, ça y est. Et je pense que tant qu'il y aura cette plaie au sein de notre communauté, on aura du mal à avancer. Parce qu'on se ralentira nous-mêmes par les nôtres, tu vois, tu vas aller dans un sens, lui va aller dans l'autre sens. C'est pas concevable. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui avancent dans le même sens pour qu'une lutte soit forte et efficace et qu'elle puisse être menée à son terme. Donc voilà, c'était la petite réflexion. En fait, j'ai essayé de retranscrire un peu ma pensée par rapport à cette discussion que j'ai pu avoir avec cette personne, qui sa réaction m'a un peu surpris un peu par rapport à l'empereur Aboubakry II qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Après, il faut que certaines personnes arrêtent de se mettre dans cette position de dominant-dominé. En gros, voilà, le blanc il est au-dessus et le noir il est en dessous et en gros c'est sa place. Non. Après, on n'est pas là pour monter les communautés les unes contre les autres. Chacun a ses torts. Les gens n'ont pas à payer pour des choses qui ont été perpétrées il y a des siècles. Le problème c'est que certains, encore des deux côtés, ont les stigmates de ces choses perpétrées il y a des siècles et des siècles. Autant du côté de la communauté afro-descendante que du côté des Européens blancs. Certains voilà, ont encore ces restes de colonisateurs dans leur discours, dans leur idéologie. Pareil pour les afro-descendants, certains sont vraiment encore dans la posture du noir servile. T'es encore asservi mentalement, non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, en plus aujourd'hui, il y a beaucoup de... Si t'aimes pas lire, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites, notamment sur les réseaux. Après, faire le tri. Ce qui est balancé sur les réseaux, notamment sur TikTok, tout n'est pas avéré, il faut vérifier. Et comme je lui ai dit à cette personne, quand j'ai eu cet échange, je lui ai dit ce que je te dis, t'as qu'à le vérifier. Parce que moi, je suis du parti si j'entends une information, je lis une information, je vois une information, je vais chercher. Je vais chercher les preuves, le pourquoi du comment. Parce que l'histoire, de manière générale, j'ai l'impression que celles qu'ils nous ont appris à l'école et tout, c'est celle des vainqueurs. Après, voilà, il y a des histoires, voilà, sont avérées, prouvées, tu peux pas, c'est l'histoire officielle. Mais j'ai l'impression que il y a une bonne partie de l'histoire, c'est la version qu'on a voulu servir au monde, en ce qui concerne l'histoire du continent africain. J'ai l'impression que le continent africain, son histoire a commencé à partir de la colonisation. Avant, il n'y avait pas d'histoire. En gros, avant, c'était des gens qui marchaient à quatre pattes avec un os dans le nez. Pour résumer vulgairement et pour choquer, j'ai l'impression que pour certains, c'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un commentaire, des avis constructifs, à me corriger si j'ai pu faire des erreurs, à soutenir, à partager.
C'est mes débuts dans le podcast. J'espère te retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Porte-toi bien et à bientôt. Comment tu t'appelles? Tabi. Ouais. Dis-le encore. Dis-le plus fort que tout le monde entende. Quel est ton nom? Mon nom est Tabi. Voilà un bon nègre. Si ni mauvais monde, si la terre va tenir, moi, vivre avec eux.